Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Enquêter en source ouverte. Donc, je suis Marthe Rubio, la responsable des pays francophones du Réseau international de journalisme d'investigation, GIGN. Et je suis accompagnée aujourd'hui du responsable de GIGN Afrique, Maxime Domeni. Et voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est notre 6e webinaire pour les pays francophones depuis le début de la pandémie. Et aujourd'hui, donc, on va parler des techniques d'enquête en source ouverte, dans ce qu'on appelle souvent OSINT, ce qui fait référence à l'Open Source Intelligence, qui est un terme assez à la mode en ce moment dans le journalisme, qui fait en fait référence aux techniques de recherche avec des sources qui sont disponibles et accessibles librement sur Internet, mais qui nécessitent une certaine méthodologie, une organisation qu'on va aborder aujourd'hui avec nos 3 intervenants. Donc, avant de vous les présenter, je voudrais juste revenir sur le déroulement du webinaire. Donc, d'abord, pour tous ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, qui ont des problèmes de connexion ou quoi que ce soit, sachez qu'on va rediffuser ensuite le webinaire sur YouTube et que je l'enverrai ensuite à toutes les personnes qui se sont inscrites par mail. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Et par ailleurs, je vous recommande de poser toutes vos questions dans le chat sur Zoom. Il y aura, en fait, Maxime va les poser aux intervenants dans la deuxième partie du webinaire. Donc vraiment, n'hésitez pas. On a 20 minutes, 20-25 minutes qui sont consacrées aux questions à la fin. Donc aujourd'hui, j'ai la chance nous avons la chance de recevoir 3 jeunes journalistes talentueux. Donc d'abord, je vais présenter Franck. Franck, Franck Andrews, tu es un journaliste indépendant, journaliste britannique basé à Londres. Tu as travaillé pour CNN, pour Arab Investigative, Arab Reporters for Investigative Journalism, ARIJ, et également pour OCCRP, Middle East Eye, etc. Élie Gucker, tu es journaliste indépendant également, tu es français et tu es membre notamment d'Open Facto et tu as collaboré avec Conspiracy Watch, Syrie Factuelle et tu as souvent travaillé sur la guerre civile en Syrie, les théories du complot, la désinformation, etc. Et Lise Lotmas, toi, tu es journaliste qu'on appelle staff. Tu travailles pour les observateurs de France 24. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, tu es à la rédaction parce que tu dois terminer une enquête absolument aujourd'hui. Et donc, les observateurs de France 24, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service qui travaille justement avec les images amateurs, qui publie beaucoup d'enquêtes avec des techniques en fait d'OSINT. Donc, tu travailles quotidiennement avec ces techniques-là. Et tu es également membre de l'association Open Facto, qui est une association d'OSINT qui travaille, qui publie des enquêtes avec ces techniques-là et qui les promeut, qui fait des formations, etc. Et tu en parleras un peu plus tard quand ce sera ton intervention. Donc voilà, on va commencer du coup ce webinaire avec Élie et Franck. Élie et Franck, vous allez parler d'une enquête que vous avez publiée au mois de septembre dans Mediapart, une enquête qui a été soutenue financièrement par le Journalism Fund, dans laquelle vous révélez que l'ONG française SOS Chrétiens d'Orient, vous révélez les liens, qu'elle est très proche de milices de Bachar al-Assad. Et pour réaliser cette enquête, vous avez utilisé beaucoup de techniques d'enquête en source ouverte, et donc vous allez nous en parler tout de suite. Voilà. Bonjour tout le monde, je commence par partager mon écran, si ça marche. C'est bon? C'est bon, c'est parfait. Excellent. Oui, bonjour tout le monde. Avec Ellie, on va vous parler pendant une 25-30 minutes sur notre enquête d'une ONG française en Syrie. Comme Marthe vient de dire, nous avons révélé, même si beaucoup de ces informations étaient publiques, que SOS Chrétiens d'Orient ou SOSCO avait soutenu financièrement le régime de Bachar al-Assad ou des organes proches au régime, et qu'il soutenait des milices pro-Assad qui étaient accusées de crimes de guerre. Nous avons publié avec Mediapart, l'Espresso en italien, Al Jumhuri en arabe et bientôt avec Bellingcat. On n'a pas beaucoup de temps. Je dirais que peut-être le message de ce qu'on va dire, c'est vous allez voir, on n'a pas utilisé des techniques folles, inconnues qu'on vous révèle aujourd'hui. En fait, les techniques qu'on a utilisées, ils sont assez simples. Pour nous, le clé, c'était de bien connaître notre sujet et d'être bien organisé. Donc, j'espère qu'on peut vous donner quelques tips pour comment aborder vos propres enquêtes à travers notre expérience.
un petit mot sur comment on s'est rencontrés, parce que Ellie, Ariane et moi, on ne se connaissait pas avant. En fait, on s'est rencontrés à un networking francophone au GIGN. GIGN, j'ai toujours du mal avec le G et le J en français parce que GIGC, du coup, c'est la conférence qu'on organise en fait dans le cadre de GIGN qu'on ne peut pas faire en ce moment à cause de la pandémie. Mais effectivement, c'est là qu'on s'est rencontrés aussi avec Franck. ouais. Mm. Donc, j'ai rencontré Ariane et il s'avérait qu'elle aussi, elle s'intéressait à les activités de SOS Chrétien d'Orient en Syrie parce qu'on voyait des photos de jeunes bénévoles en zone contrôlée par le régime. Et forcément, ça s'interpelle. On se disait qu'ils avaient déjà affiché leur soutien pour le régime. Est-ce qu'il n'y a pas une enquête plus approfondie à faire sur les liens financiers? Donc, comme Marthe a dit, on a postulé pour un financement avec Journalism Fund, mais avant ça, on a contacté un collectif citoyen qui veille sur la Syrie, qui nous a mis en contact avec Ellie. Donc, dès le début, on était trois. Donc, on savait qu'on avait cette hypothèse sur quel était le lien entre le régime et SOS Chrétien d'Orient. Est-ce qu'il y avait des liens financiers? Mais on a tôt dans l'enquête, on a trouvé on a tombé sur une vidéo qui démontrait des membres de SOS Chrétien d'Orient donner des vêtements et de la nourriture aux soldats d'une milice pro-Assad en Syrie. Et ça nous semblait déjà comme une violation des principes humanitaires de neutralité. Ellie va en parler un peu plus après. Je vais vous montrer la vidéo si ça marche. On est en train de ravitailler en nourriture et en couverture la défense nationale de Mahardeh, qui subit en fait des assauts répétés de la part d'Al-Nosra depuis quelques semaines en fait déjà. Voilà, donc alors déjà bonjour à tous. Et donc comme disait Franck, effectivement, cette vidéo, c'est l'un des principaux points de départ de notre enquête. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? On voit le chef de mission Syrie de SOS Chrétien d'Orient, Alexandre Goudarzi, on est en 2016, si je ne dis pas de bêtises, dire lui-même, voilà, on est en train de ravitailler en nourriture et en couverture la défense nationale de Mardé. Donc Mardé, c'est un petit village à majorité chrétienne dans le comté dans le gouvernorat de Hama en Syrie. Et donc, effectivement, si on voit cette vidéo et qu'on n'est pas informé sur le conflit syrien, on ne sait pas ce que c'est que la défense nationale de Mardé. Sauf que nous, on sait déjà à ce moment-là que la défense nationale de Mardé, en fait, c'est l'unité locale d'un groupe de milices en Syrie qui s'appelle les Forces de défense nationale et qui sont en fait des milices qui ont été levées par Bachar al-Assad au tout début du conflit. Et donc, rien qu'avec cette vidéo, comme l'a dit Franck, il y a là, de toute évidence, une violation des principes de neutralité humanitaire, à savoir on apporte de l'aide normalement aux personnes qui en ont le plus besoin et sans faire de discrimination entre leur appartenance ethnique, politique ou religieuse. De toute évidence, ici, ce n'est pas le cas. Et dans la totalité de vidéos, il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a des membres des milices qui parlent, etc. Donc, on se dit, si ça, c'est disponible en ligne, c'est probablement qu'il y a plus encore en ligne, et donc il est temps que des journalistes se penchent là-dessus et comprennent vraiment ce qui se passe entre cette ONG française et ces milices. Et donc c'est ce qu'on va vous expliquer dès maintenant. Et comme le disait Franck, voilà, c'est des techniques extrêmement basiques. On n'a pas fait de choses techniquement qui demandent d'avoir un ordi branché sur centrale nucléaire. C'est des choses très simples. Ce qu'il vous faut, c'est du temps, de la méthode, de la capacité d'analyse et puis surtout une bonne connaissance de votre sujet. Et j'ajouterais aussi une angle bien fixe parce que Ellie et moi, je sais que tous les deux, on s'est perdus parce qu'en fait, vous avez choisi ce sujet parce que ça vous fascine. Donc, c'est très facile de juste se perdre sur les pages Facebook pendant des heures. Et donc, avoir une angle bien en tête, de savoir exactement ce qu'on veut trouver, ça aide. Donc, oui, comme dit Ali, on a décidé de nous axer sur deux hypothèses. Le premier, c'était quels sont les liens entre le régime et SOS Chrétien d'Orient financièrement, mais aussi quelle était la nature du soutien, de leur soutien pour ces milices qui, il s'avérait, étaient accusés de crimes de guerre. Je dirais juste aussi, côté organisation, on avait dès le début, qui était très utile, pour les deux hypothèses, un document
qui étaient vraiment juste questions-réponses. Les petites, les mini-hypothèses parmi les grandes hypothèses. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Oui, non. Et on ajoutait les éléments au fur et à mesure et ça nous a vraiment aidé dans l'écriture à la fin. Alors, pourquoi l'OSINT? Pourquoi on a utilisé donc ces méthodes de recherche en source ouverte pour notre enquête? Deux éléments. Déjà, c'est déterminé par le sujet même de notre enquête, à savoir SOS Chrétiens d'Orient, qui est une ONG qui communique énormément depuis sa création, qui fait beaucoup de posts Facebook, de tweets, des vidéos. Ils ont une chaîne YouTube avec des dizaines et des dizaines de vidéos. Et donc, la matière de base, c'était celle-là. Donc, de base, on était obligé, en réalité, de faire de l'OSINT, au moins sur cet aspect-là des choses. Le deuxième aspect, c'est que SOS Chrétiens d'Orient opère essentiellement dans des zones de Syrie qui sont sous contrôle du régime syrien. Or, il est quasiment impossible pour un journaliste occidental de se rendre dans ces zones-là, en tout cas pas sans avoir ce qu'on appelle un minder, donc c'est-à-dire un agent du régime qui le surveille et qui vérifie où il va pendant tout son reportage. Donc, en gros, voyager dans une zone tenue par le régime à notre époque, ça revient à essayer de faire un reportage honnête derrière le rideau de fer en étant encadré par voilà, des agents soviétiques. Il y a assez peu de chances que vous reveniez avec un reportage qui parle des goulags. Donc ça, et puis évidemment le confinement qui de toute façon nous a un peu bloqués chez nous. Donc on était obligé de bosser à distance. Et ensuite, dernier élément sur pourquoi l'OSINT, c'est caractéristique aussi du conflit syrien, de la révolution syrienne, c'est que c'est probablement un des conflits les plus documentés de l'histoire, parce que les gens, ils filment ce qui leur arrive. Vous l'avez vu au moment de la prise d'Alep, etc. Les vidéos de bombardement de civils tués, de crimes de guerre, on les avait quasiment en direct. Donc la matière sur le conflit syrien, elle est là et elle ne demande qu'à être travaillée. Voilà, juste un mot sur le côté financier, parce que moi, quand je réfléchis à faire une enquête financière, je me dis il faut des données financières, il faut des fichiers de transactions bancaires. Mais même si ça a pris aussi, il y avait du journalisme old school dedans, ce n'était pas que de l'OSINT. Une grande partie de nos trouvailles pour l'hypothèse relations financières venait d'informations open source. Donc ça, c'était assez cool de voir que même ça, c'était assez accessible en quelques clics. Donc, pour les réseaux sociaux sur lesquels on avait cherché, bien sûr, on a utilisé les pages Facebook, Twitter, YouTube de l'association, mais aussi ces pages de ONG partenaires en Syrie. Ellie vous en parlera maintenant un peu plus, mais même les miliciens accusés de crimes de guerre, ils ont leur propre site Facebook. Et aussi, j'en parlerai après, on a fouillé dans le site web de SOS Chrétiens d'Orient. Donc oui, comme disait Franck, l'important quand vous vous lancez sur un truc comme ça, c'est d'abord la méthode. Et donc la première des méthodes à avoir, c'est de circonscrire votre espace de recherche. Qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on laisse tomber, entre guillemets, parce qu'on n'aura pas le temps ou parce que ce n'est pas notre sujet, etc. Donc, il faut circonscrire et il faut définir, entre guillemets, des cibles et se concentrer sur ces cibles-là. Donc, comme le disait Franck, il y a effectivement toutes les pages officielles de SOS Chrétiens d'Orient. Il y a aussi les comptes des cadres de SOS Chrétiens d'Orient et des bénévoles de SOS Chrétiens d'Orient qui postent des choses en public. Et sur l'autre côté, donc sur le volet syrien, les milices disposent elles-mêmes de leur propre page Facebook officielle. Les leaders de ces milices ont eux-mêmes des profils Facebook personnels. Et pour élargir encore un petit peu le cercle, il y a en Syrie, eh bien, dans chacun de ces villages, par exemple, des pages Facebook qui racontent voilà, le quotidien de ce qui se passe dans ces villages. Il y a évidemment des médias d'opposition syriens qui donnent des choses très, très précises sur la situation sur place. Et donc, voilà, ça, c'est l'espace dans lequel on a recherché. On aurait pu aller plus loin, mais on s'est circonscrit à ça parce que c'est déjà très large.
Et donc, en croisant tout ça, en cherchant à la fois en arabe, en français et en anglais, on arrive à la fin quand même à établir des faits de manière assez concrète. Il y a des exemples juste après là, que Franck va vous montrer avec son partage d'écran. Voilà, donc là, par exemple, cette photo-là, donc c'est Alexandre Goudarzi à gauche qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, qui était à l'époque le chef de mission Syrie de SOS Chrétiens d'Orient, et à sa droite, c'est le chef de la milice de Mardé. Cette photo-là, on la trouve sur la page de la milice, par exemple. C'est pas une communication de SOS Chrétiens d'Orient. Donc, ça c'est une image qui nous sert plutôt d'illustration, etc. Mais ça montre en soi qu'effectivement, il y a des liens entre à la fois les milices et SOS Chrétiens d'Orient, puisqu'on retrouve même trace de SOS Chrétiens d'Orient sur la page des milices. On va aller un petit peu plus dans le détail. Il y a d'autres exemples juste après. Voilà. Au cours de notre enquête aussi, on découvre à la fois grâce à nos recherches open source, mais aussi, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il ne faut pas oublier de faire du journalisme, à ce que nous disent des ONG ou des activistes, c'est que les milices que SOS Chrétiens d'Orient soutient sur place recruteraient des enfants. Et donc, effectivement, en cherchant, en l'occurrence, dans des médias locaux et sur les pages Facebook de la milice, on découvre qu'effectivement, il y a un camp militaire qui est situé entre les deux villes, où des enfants mineurs sont recrutés et entraînés à l'usage d'armes de guerre. Ce qu'on n'a pas réussi à démontrer, c'est est-ce que ces enfants étaient envoyés au combat ou pas avant l'âge de 18 ans. Voilà. Mais le fait est qu'il y a recrutement d'enfants. Il y a recrutement d'enfants et il y a entraînement d'enfants à la pratique militaire. Et là, par exemple, sur cette photo-là, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si on regarde bien cette photo, effectivement, le petit élément qui est encadré en rouge, c'est le logo de la milice des défenses nationales. Donc, on sait que c'est les défenses nationales et pas les défenses nationales de Mardé-Esquelbier et pas un autre groupe, parce qu'on a la connaissance de notre sujet et qu'on reconnaît le logo. Et puis, pour finir sur les réseaux sociaux, il y a une anecdote que j'aime bien. Ah oui, ça avant, pardon. Il y a une autre source très importante sur laquelle il faut aller chercher particulièrement sur le conflit syrien, mais je pense que ça vaut pour tous les conflits. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est les sources de propagande. Donc là, en l'occurrence, sur la Syrie, les médias d'État russes, et puis là, comme on le voit sur l'écran, les blogueurs pro-Assad. Vanessa Billet, c'est une blogueuse britannique pro-Assad et connue comme telle et qui se revendique comme telle. Donc forcément, c'est des gens qui ne sont pas des sources d'informations fiables en soi, mais comme ils sont des propagandistes, ils glorifient des personnes qu'en réalité, ils ne devraient pas glorifier. Et on avait remarqué que Vanessa Billet, elle se rendait exactement... elle se rendait aussi fréquemment que SOS Chrétiens d'Orient dans les villages chrétiens en question, parce que c'est une plaque tournante de la propagande pro-Assad en réalité, ces endroits-là. Et donc, en fouillant dans le compte de Vanessa Billet pour voir ce qu'elle avait déjà pu écrire ou raconter sur ces villages-là, on découvre que le chef de la milice de Mardé, qui est soutenu par SOS Chrétiens d'Orient, avec qui SOS Chrétiens d'Orient s'est pris en photo, a fait des interviews, a été pris en photo à une certaine époque avec Feu Qassem Soleimani, donc qui était le chef des gardiens de la révolution iranienne, qui a été droné par les Américains en janvier dernier. Et ça venait confirmer quelque chose qu'on savait déjà, c'est que ces milices, elles avaient reçu le soutien de l'Iran pour leur formation et leur entraînement au départ. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et pour finir sur les réseaux sociaux, exemple suivant, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on est en 2020 et donc, comme nous tous, les jeunes en Syrie, ils ont un compte Instagram, y compris quand ils sont combattants dans une milice. En l'occurrence, là, c'est le compte Instagram du fils de Simon Al-Wakil, donc le chef de la milice de Mardé. Et on trouve sur le compte Instagram de ce jeune homme qui raconte sa vie de milicien des photos du mariage d'Alexandre Goudarzi à Maloula en 2018. Donc, on connaissait l'existence de ce mariage puisque SOS Chrétiens d'Orient en avait parlé elle-même. Ce que SOS Chrétiens d'Orient ne disait pas, c'est qui était parmi les invités de ce mariage. Donc là, sur cette photo, on peut attester déjà que Fahed Al-Wakil, qui est au premier plan, est présent à ce mariage. Donc, ça fait déjà un milicien présent dans le mariage d'un responsable humanitaire en Syrie. Et on se rend compte qu'en réalité, il y a 3 miliciens qui sont présents. Celui qui est en vert, on découvre son identité grâce à la vidéo qu'on vous a montrée tout à l'heure, où son nom est donné, où c'est attesté qu'il est milicien. Et en jaune, c'est nul autre que le chef de la milice de Skelbi. Et voilà, les 3 sont présents à ce mariage d'Alexandre Goudarzi.
Et on peut le savoir en allant fouiller le compte Instagram public, hein, je tiens à le préciser, on a absolument rien violé, d'un jeune homme milicien en Syrie. Je vais parler quelques minutes sur la nécessité de l'archivage. Parce qu'au début, je voyais des choses intéressantes. En ligne, sur Facebook, je faisais un capture écran, je les mettais dans un fichier. Mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, les captures d'écran, ils servent à pas grand-chose. C'est une image, ça montre quelque chose, mais c'est juste une image. Ça peut être manipulé, il n'y a pas de métadonnées, ça ne démontre pas la date et l'heure que tu as visité cette page. Donc, on a commencé à tout archiver. Ça veut dire qu'on a utilisé un site web qui s'appelle archive.es. Il y a un tas d'autres, bien sûr. Et en fait, tu copies-colles les liens pour les pages intéressantes et ça fait une sauvegarde avec tous les métadonnées, avec la date et l'heure que tu l'as visité. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'avec les métadonnées, avec la date et l'heure que tu l'as visité, au cas où vos enquêtes ils terminent dans un procès, ils peuvent être utilisés. Une capture d'écran ne peut pas être utilisée au cause du fait que ça peut être manipulé. Aussi, peut-être plus commun, c'est le fait que ces pages, ces contenus intéressants et clés pour vos enquêtes, ils peuvent être supprimés, surtout s'ils sont sensibles. Si vous le publiez juste avec un capture d'écran, juste avec un lien normal, et on le supprime derrière, tu es laissé avec rien. Donc, avec un archive, tu es sûr que tu ne vas pas perdre des éléments qui sont importants pour vos enquêtes, vos preuves. Et aussi, ce qui est vraiment intéressant, surtout pour moi qui est un peu nul en organisation personnelle et professionnelle, pas comme Ellie ou Ariane, bien sûr, mais ça te force à t'organiser parce qu'il faut mettre les liens archivés quelque part. Donc, nous, on avait un fichier qui avait les liens, une description du contenu et à côté, tous les éléments, donc les photos qui matchaient avec ce document. Donc, dès le début, on avait nos documents questions-réponses pour les deux hypothèses et aussi pour les éléments open source. On avait tout déjà archivé parce qu'on savait qu'il y avait des choses qui allaient être forcément intéressantes pour l'enquête. Ellie, je pense que tu vas nous donner un petit exemple de où ça a été utile. Oui, alors c'est une anecdote qui a que peu d'importance dans l'enquête en elle-même, mais puisqu'on est dans les coulisses et dans le making-of, on va vous la raconter quand même parce elle est drôle et puis ça peut vous montrer aussi comment ça peut vous permettre à vous, journalistes, de vous assurer que c'est pas vous qui avez fait une bêtise. Donc forcément, à l'issue de nos mois d'enquête, comme le veut la déontologie, on a envoyé une série de questions à la fois à SOS Chrétien d'Orient et puis aux personnalités qui étaient mentionnées dans notre enquête. SOS Chrétien d'Orient a immédiatement lancé une campagne de communication sur les réseaux sociaux avant même de nous répondre personnellement. Donc, il y a eu un mail envoyé aux donateurs et puis après, il y a eu une publication officielle sur le site de SOS Chrétien d'Orient où il répondait en partie à certaines de nos questions. Or, bon, forcément, on a regardé parce que ça nous intéressait et on fait aussi le droit de réponse pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé ou qu'on n'a pas loupé des éléments. Et donc SOS Chrétien d'Orient, pour prouver l'existence de certains projets humanitaires que nous remettions en cause dans nos questions, nous dit voilà, on peut vous attester que ça existe et on vous donne même la photo. Sauf que bon, moi je me souviens à ce moment-là, je suis avec Ariane, on regarde le communiqué, on se dit bah oui, mais enfin, elles ne sont pas là les photos en fait, il n'y a pas de photos dans l'article. Donc on envoie un mail à la communication disant ces photos elles nous intéressent, est-ce que vous pouvez nous les fournir? On nous répond que les photos sont bien dans l'article et que donc c'est bien la preuve qu'on n'est pas journaliste et qu'on ne sait pas chercher, etc. On retourne sur la page et effectivement, après ce mail-là, les photos étaient là. Sauf que ce que ne savait pas la communication de SOS Chrétien d'Orient, c'est qu'en l'occurrence, on avait archivé la page dès sa première publication et effectivement, il n'y avait pas de photos. Ils avaient oublié de les mettre en fait. Donc voilà, c'est pas… c'est une petite anecdote, mais ça vous montre que typiquement, ça peut vous permettre à un moment donné quand même de fixer des choses très sûres et très concrètes sur le déroulé d'une campagne, sur la manière dont on vous répond ou tout simplement sur votre sujet. Voilà. Mais là c'est un exemple concret typiquement de ce qu'expliquait Franck, c'est qu'une page web, elle peut être supprimée, elle peut être modifiée. Une fois que vous l'avez archivée, vous avez pris une photo et c'est éternel. On ne peut plus mentir dessus. Un outil, là j'ai noté archive.es, mais j'ai aussi noté Anchly parce qu'un autre outil qui nous était très utile, c'était pendant que je faisais
parce qu'on avait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais SOS Chrétien d'Orient, ils publient beaucoup sur leur site web. Et donc, il y avait des centaines de pages sur la série. Donc, j'ai commencé parce que malheureusement, le site web de SOS Chrétien d'Orient n'était pas très bien, il me semblait pas très bien structuré. Donc, j'ai commencé à faire un peu un dorking simple. Donc, j'ai mis dans la barre de recherche Google site.soschrétiendorient.fr et après, entre guillemets, série. Ça m'a donné à peu près 10 pages de résultats. Pour ceux qui ne connaissent pas ce dont je parle là avec le dorking et la manipulation de la barre de recherche Google, je recommande de faire un cours en ligne qui est gratuit qui s'appelle Power Searching with Google que j'ai noté là. Donc, ça m'a aidé, ça pourrait vous aider aussi. Donc, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être plus de pages sur la série, donc malheureusement, il fallait fouiller dans le site web manuellement. Il y avait des centaines de pages et archiver des centaines de pages manuellement, ça aurait pris toute une vie. Donc, on a trouvé un logiciel qui s'appelle Hunchly. Et Hunchly, c'était très bien pour nous parce que ça archivait automatiquement chaque page qu'on visitait. Donc, c'est un logiciel et un plugin qui est disponible seulement avec Google Chrome pour le moment, malheureusement. Mais quand tu l'allumes et tu ouvres une nouvelle page, ça le sauvegarde automatiquement. La seule différence avec archive.es, c'est que ce n'est pas sauvegardé en ligne. Donc, ça fait une sauvegarde sur ton desktop. Nous, on savait que, en fait, si on voulait utiliser quelque chose, il fallait avoir le lien archive.es. Mais pour nous, tout ce qui était Hunchly était un bon backup parce que, par exemple, la première semaine, on a trouvé que SOS Chrétien d'Orient avait publié un article où elle parlait de donner 300 000 euros à une association gérée par Asma al-Assad, la femme de Bachar al-Assad, qui elle est sous sanction. Donc, on savait que ça, c'était très important. Mais on savait aussi que Hunchly avait déjà sauvegardé tout, donc on était sûr. Donc, je recommande fortement ces deux outils et surtout de réfléchir à archiver tout ce que vous avez parce que, comme j'ai dit, une grande partie de nos trouvailles étaient sur les réseaux, sur ce site web. Sans les avoir archivés, on risquait de les perdre. Ouais, et donc, alors peut-être que les régisseurs peuvent nous dire combien de temps il nous reste, que je déborde pas trop et que je calibre un petit peu. Mais l'important. Pardon? 5 grosses minutes, on va dire. 5? Oui. Ok, ça marche, parfait. Donc oui, l'intérêt avec l'OSINT, le truc le plus important, c'est qu'il n'y a pas un outil magique. Il faut que vous fassiez de la combinaison d'outils. Et donc, nous, outre les réseaux sociaux, on a fait un petit peu de géolocalisation, donc avec des outils qui sont accessibles pour vous tous, hein, Google Maps, Google Earth, et puis quelques autres dont je vais vous parler maintenant. Mais voilà, les deux villes sur lesquelles on bossait, c'était des petites villes. Donc, de toute façon, c'était intéressant quand même de regarder à quoi ça ressemblait, quelle était la topographie, les lignes de front, etc. etc. Franck, il va passer le slide suivant pour que voilà, je vous montre quelques exemples. Voilà, ça par exemple, l'outil-là, c'est LiveView Map, donc qui a une version gratuite, mais qui, pour une quinzaine d'euros, vous donne accès à des choses bien plus intéressantes. Et en l'occurrence, sur le conflit syrien, ça vous permet de voir les lignes de front dans le temps. Et également, sur chaque date précise que vous choisissez, il y a des rapports d'incidents localisés qui vous renvoient à une publication réseaux sociaux, presse ou autre. Donc nous, par exemple, c'était très important pour pouvoir retracer que ce que SOS Chrétien d'Orient et les milices racontaient sur la situation militaire de la zone n'était pas des mensonges. Et un autre petit exemple suivant très rapidement, voilà, les ONG nous avaient dit attention, ces milices chrétiennes, elles installent leur position militaire près de lieux de culte chrétiens, afin que les rebelles, quand ils font des tirs, ça touche les lieux de culte et que donc ensuite ils peuvent accuser les rebelles de viser les lieux de culte chrétiens. Le truc, c'est qu'il nous fallait quand même un petit peu une preuve de ça. Et en l'occurrence, on n'en trouvait pas sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on est allé sur Google Earth. On avait identifié par avance ce monastère-là, voilà, qui est au sud-ouest de Mardé, et en voyageant dans le temps, donc comme on le voit ici, il y a juste une place de parking, un monastère, et si
regarde à une autre date, là, il y a autre chose. Là, il y a clairement des blindés dans des positions retranchées. C'est les petits rectangles noirs avec les talus que vous voyez en bas. Donc, ça ne nous permet pas de dire que c'est les blindés des NDF, mais on sait que de toute façon, la zone est en contrôle régime et que donc, il y a une faction du régime, que ce soit l'armée régulière du régime, le Hezbollah ou les milices NDF, qui effectivement s'installent près d'un monastère. Et ça, vous pouvez le faire gratuitement depuis votre ordi, juste grâce à des photos satellites, si par chance le satellite a pris la photo au moment où il y avait quelque chose qui vous intéressait. Très rapidement, avant de finir, je ferai un petit volet déontologie, mais il y a un autre outil qui est très bien, qui s'appelle Wikimapia, qui est un espèce de croisement entre Google Maps, Google Earth et Wikipédia. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent des informations dessus, parce que typiquement, nous, les sites qu'on cherchait, ils ne sont pas dans le guide du routard, quoi, hein. Ce n'est pas Damas, etc. Donc, typiquement, pour identifier le monastère, pour être sûr que l'endroit qu'on avait repéré était un monastère, on a utilisé Wikimapia, parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui disaient, voilà, ici, c'est le monastère Saint-Georges, etc., etc. Pour finir, avant de laisser notre consoeur parler de ship tracking, déontologie, l'OSINT, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil, c'est une méthode, mais comme toutes les autres méthodes journalistiques, on a eu recours à du journalisme old school, comme disait Franck. Il faut contacter des gens, il faut téléphoner, etc. Il faut faire du terrain si c'est possible. Et surtout, ce n'est pas parce que vous trouvez quelque chose en ligne que c'est forcément diffusable. Je vais prendre un exemple tout simple, mais les attaques de Vienne qu'il y a eu très récemment, là, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux pendant que ça se passait, alors que la police viennoise avait expressément demandé de ne pas les diffuser, parce que ça entravait leurs opérations, ça augmentait la rumeur, la panique, et donc ça rendait compliqué les choses. Donc, c'est pas parce que vous trouvez quelque chose en ligne que c'est publiable. C'est à vous, en tant que journaliste, de déterminer quel est le bon compromis entre intérêt du public et sécurité des personnes. Voilà. Donc, retenez bien ça. Et puis, comme on vous l'a montré, pour le reste, c'est plutôt facile. Merci beaucoup. On vous laisse nos mails et nos Twitter si vous avez des questions. Merci Elie et Franck, c'était fascinant. Et du coup, d'ailleurs, petite précision pour toutes les personnes qui ont posé des questions dans le chat sur les divers outils qui ont été utilisés, on les enverra dans le mail qu'on envoie à tous les participants à la fin du webinaire, demain, je pense. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et du coup, Liselotte, on va te donner la parole. Donc Liselotte, tu as publié récemment une enquête pour les observateurs où tu racontes un peu ta traque de 280 navires chinois au large qui font de la pêche, qui faisaient de la pêche industrielle cet été au large des Galapagos. Et pour ça, tu as utilisé donc, des techniques aussi qu'on appelle track shipping, c'est ça, en fait, de traque de navires à travers les images satellites qui peuvent être utilisables en fait par tout le monde. Donc voilà, je te donne la parole. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à toutes. Merci de nous suivre et de s'intéresser à tout ça. Donc moi, je vais vous partager mon écran. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc ça, c'est l'article que j'ai publié cet été. Donc effectivement, l'idée, c'était de suivre ou d'essayer d'en savoir plus sur une flotte de bateaux chinois qui avait été identifiée par un certain nombre d'activistes et de médias au large des îles Galapagos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, les îles Galapagos, c'est un endroit où il y a des espèces endémiques protégées et une réserve de biosphère unique au monde. Donc il y a un endroit très important et très protégé et très surveillé. Et donc voilà, l'éventuelle présence d'une flotte de pêche massive a beaucoup inquiété les habitants. Et donc voilà, j'ai essayé d'en savoir plus. Et ce qui était intéressant avec les outils qu'on dit OSINT, ou des outils un peu de nouvelles technologies, ou de traçage ou de pistage de ces bateaux, c'est que en fait on a pu établir des faits qui étaient impossibles à établir autrement, parce que ces bateaux sont à 350 km du rivage. Donc les habitants ne les voient pas, ne peuvent que très... Il y a des pêcheurs qui ont réussi à en filmer quelques-uns de loin, etc. Mais voilà, c'est pas possible d'avoir, comme par exemple sur la Syrie, plein de publications sur les réseaux sociaux qui documentent une problématique. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus flou, beaucoup plus mystérieux. Et donc, il existe des sites qui permettent quand même de récolter des informations sur tout ce qui concerne la mer, et notamment la pêche.
Et le site le plus important, à mon sens, c'est un site qui s'appelle Global Fishing Watch. Donc vous voyez le logo en haut. Et donc ce que ce site vous permet de faire, c'est assez dingue. En fait, vous avez, je vais vous montrer une version toute neutre. Donc quand vous arrivez sur le site, vous voyez ça. Vous voyez plein de points bleus partout dans le monde. Et ça, en fait, chaque point bleu correspond à une activité de pêche effectuée par un bateau de pêche à un moment donné. Vous avez une timeline en dessous. Et vous pouvez glisser, vous pouvez zoomer, vous pouvez aller vraiment fouiller partout. Donc moi, j'ai fait ça, en fait. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur ce site à essayer de comprendre quels sont les bateaux chinois à cet endroit, quels sont les bateaux équatoriens, les bateaux péruviens, les bateaux qui sont là habituellement et sont en nombre assez réduit. Et donc, grâce au site, j'ai pu épingler. Donc là, vous allez voir en haut à droite, normalement, tous ces bateaux. Donc là, il y en a 170 en tout. Ça, c'est ceux que moi, j'ai pu épingler moi-même, mais en tout, il y en avait beaucoup plus, parce que tout n'est pas visible sur le site. Et en fait, vous pouvez très clairement suivre, grâce au site, j'espère que l'animation s'affiche bien, vous pouvez suivre, semaine par semaine, l'avancement de cette flotte qui, vous voyez, s'avance vers les îles Galapagos. Les îles Galapagos, c'est l'archipel que vous voyez en haut, et qui vraiment vient frôler la frontière maritime, parce que, évidemment, c'est interdit pour cette flotte de pénétrer dans la zone économique. Alors, par contre, le site, vous voyez, vu que j'ai épinglé 170 bateaux, ça rame un peu. Mais voilà, ça vous permet en fait de vraiment voir le mouvement, étudier le mouvement et voir où sont allés ces bateaux. Tout ça, c'est possible parce que ces bateaux, en fait, sont tenus d'activer une balise qu'on appelle AIS en anglais. C'est un système d'identification qui permet aux bateaux, en temps normal, d'éviter de se rentrer dedans en pleine mer. Donc, c'est un système entre bateaux pour s'identifier. Mais c'est des données qui sont publiques et que du coup, Global Fishing Watch utilise pour générer cette carte et nous permettre à nous, journalistes, activistes, etc., même gouvernements, je sais qu'il y a des gouvernements et des gardes-côtes qui utilisent ce site pour surveiller leurs eaux territoriales ou les abords de leurs eaux territoriales. Et donc voilà, nous, ça nous permet ensuite d'enquêter là-dessus. Et en fait, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est quand vous êtes sur le site, par exemple, vous pouvez cliquer sur les points. Donc là, je ne sais même pas où je suis, je crois que je suis au large du Pérou. Et voilà, là, il va vous trouver le bateau. Donc, il y a plus ou moins d'informations et vous pouvez éventuellement récupérer des codes, ça s'appelle les codes MMSI, qui là vous permettent ensuite de récupérer une page sur un autre site qui vous permet de traquer les bateaux qui s'appelle Marine Traffic. Et alors là, vous avez d'autres informations qui sont très intéressantes et qui vous permettent un peu d'identifier le navire, éventuellement à qui il appartient, trouver des photos de ce navire, voir à quoi il ressemble. Et du coup, peut-être comprendre ce qu'il pêche, quelle est la taille, est-ce que c'est de la pêche industrielle, etc. Donc là, par exemple, ça, c'était... il y a des photos qui vont s'afficher normalement. C'était ce navire-là, pardon. Voilà, donc ça, on peut voir ce navire. Et en fait, on voit par la structure du bateau que c'est un bateau qui pêche le calamar. Donc c'est une pêche très, très spécifique et qui a été massivement pratiquée au large des Galapagos. Et vous avez aussi sur ce site la possibilité de traquer d'autres types de bateaux que les bateaux de pêche. Parce que Global Fishing Watch, il traque que les bateaux de pêche, mais vous pouvez aussi sur le site Marine Traffic traquer tout ce qui est bateau-usine, bateau de ravitaillement en pétrole, etc. Et tout ça, ça vous donne un peu une idée de la nature de la flotte, la taille de la flotte et quelles sont l'étendue de ses activités, dans quel port, par exemple en Chine, elle va se ravitailler, etc. Donc là, par exemple, j'ai identifié dans la flotte chinoise ce bateau, c'est le Yongchang 9, parce que des pêcheurs avaient réussi à filmer depuis un hélicoptère ce bateau. Et en fait, on voyait à l'arrière du bateau le nom et on a ensuite pu le pister. Donc là, on a plein d'informations. On a des photos du bateau, donc on voit à quoi il ressemble, on a la taille, etc. Et là, vous voyez, on a le type du bateau, donc reefer en anglais, ça veut dire cargo réfrigéré. Vous avez son drapeau, son pavillon, donc le Panama.
Le Panama, c'est un pays qui est connu pour donner des pavillons de complaisance, c'est-à-dire des pavillons qui donnent comme ça à des navires, et c'est un peu un signe que le navire pourrait avoir des volontés de ne pas être transparent sur ses activités. Et on a carrément l'entreprise qui a construit le bateau, l'entreprise qui possède le bateau, et grâce à toutes ces informations-là, vous pouvez vraiment pister en fait ce bateau, remonter à la source, remonter voilà, jusqu'à l'entreprise, jusqu'au propriétaire du bateau, etc., etc. Et vous pouvez aussi, donc en cliquant sur cette icône-là, aller fouiller et voir ce que ce bateau a fait avant. Et là, en fait, on peut clairement voir, si ça veut bien zoomer, pardon, voilà, on peut bien voir son parcours autour des îles Galapagos. Donc là, ici, c'est les îles Galapagos. Et on peut voir qu'ensuite, donc ça, c'était fin août, début septembre, il a fait 16 000 km pour arriver ici. Donc ça, c'est Weihai. Pardon, ça ne peut pas zoomer. Voilà, et ça, c'est l'un des plus grands ports de pêche en Chine où il y a des immenses usines qui transforment et conditionnent le calamar en direction de l'Europe. Et tout ça, ça vous permet un peu de comprendre qu'est-ce que ces navires faisaient là, qu'est-ce qu'ils pêchaient, où est-ce qu'ils emmenaient le fruit de leur pêche. Et voilà, donc on a pu pister tout ça. Vous pouvez même retrouver sur d'autres sites. Tout ça, c'est disponible en ligne. Vous pouvez retrouver, par exemple, sur le site en fait, de la commission régionale de cette partie du Pacifique, toute une fiche détaillée sur ce bateau avec le nom de l'entreprise qu'il possède, le nom du capitaine, sa nationalité, etc., etc., etc. Donc tout ça, ça vous permet vraiment d'avoir des informations hyper détaillées. Voilà. Ensuite, ce qui est bien avec tous ces outils-là, c'est que vous pouvez aussi pister en fait les schémas ou les systèmes à l'international. C'est-à-dire qu'en fait, ces bateaux ou ces flottes, c'est souvent des bateaux qui vont aller quelques mois dans une région, ensuite vont aller à l'autre bout du monde pêcher dans une autre région, et tout ça rend ce secteur hyper flou et hyper opaque. Et bien évidemment, c'est souvent fait exprès. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des entreprises qui vont aller pêcher peut-être un moment, un endroit, vont se faire repérer et du coup vont bouger d'endroit. C'est ce qui s'est passé avec l'une de mes précédentes enquêtes. Donc j'avais publié il y a longtemps, en 2017, ce sujet-là. Donc ça, c'était Djibouti et c'était un peu la même histoire qu'au Galapagos, mais à une échelle beaucoup plus petite. C'était une flotte de quelques navires, des chalutiers chinois, qui avaient été filmés. Je vous montre un petit extrait là. Je ne sais pas si vous aurez le son. Voilà. Donc c'est des pêcheurs locaux qui avaient filmé un chalutier chinois près de leur côte et qui étaient absolument outrés et énervés de voir ça. Et on a pu avoir aussi des photos. Et ça, c'est typiquement ce que vous recherchez quand vous enquêtez sur les navires de pêche. C'est ce genre de photo. Là, vous avez le nom Fu Yanyu, le chiffre. Et avec cette info-là, vous pouvez tout dérouler. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver les fiches de ce bateau-là sur les sites que je viens de vous montrer, retracer son parcours, éventuellement, si les informations sont disponibles en ligne, remonter jusqu'à la maison mère, jusqu'à l'entreprise qui gère ce bateau, et ensuite voilà, dérouler toutes les informations possibles. L'autre chose qui est très intéressante, c'est que, donc là je vous ai gardé la vidéo que j'avais à l'époque capturée du site Marine Traffic, parce que malheureusement ce site ne vous permet que de remonter 1 an à l'avance. Et voilà, là on pouvait voir le parcours de ces bateaux. Et en fait, on avait identifié que dans cette zone en particulier, la pêche industrielle, donc la pêche au chalut, était absolument interdite par le gouvernement. Or, ces bateaux-là ont dragué les fonds pendant des semaines et des semaines avec l'aval implicite du gouvernement. Donc c'était assez intéressant de pouvoir démontrer exactement où le bateau avait été. Parce que quand vous avez une vidéo comme celle-là, vous ne savez pas où c'est. Vous ne pouvez pas la géolocaliser. Il n'y a pas de bâtiment que vous pouvez reconnaître pour dire « Ah, je reconnais telle église, c'est là ». Donc voilà. Là, ce site-là vous permet vraiment de prouver que le bateau a pêché dans des eaux qui sont interdites pour ce type de pêche. Voilà, donc là, c'était la vidéo, pardon. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était que ce bateau-là, après, moi, j'avais son nom, je continuais de le pister.
et il s'est retrouvé au Sénégal. Donc il est parti, ils se sont fait virer en gros de Djibouti, ils sont partis au Sénégal, et vu qu'on a son nom, en fait ils sont partis faire exactement la même chose au Sénégal. Et donc on peut après, quand vous voulez sur le site, aller dans les pays qui vous intéressent et regarder. Là j'ai mis un filtre par exemple, je montre que les bateaux qui battent pavillon chinois dans le monde. Et là, après on peut s'amuser, puis aller fouiller un peu partout, regarder ce qui se passe. Moi ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est une enquête plus large autour de ce qui s'est passé aux Galapagos, mais aussi ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, et notamment en Côte d'Ivoire. Et j'ai pu par exemple pister un navire qui est là. Il est juste apparu un tout petit peu, mais en fait grâce à des articles en ligne, on peut retrouver le nom de son entreprise, ici. Et grâce à ça, on peut retrouver, par exemple sur les sites de registre du commerce, le nom du propriétaire qui est là. Et on déroule, et on déroule, et on déroule son fil, et puis toute cette affaire un peu floue, un peu mystérieuse, un peu opaque, devient un peu plus claire. Surtout si on complémente ça avec, comme le disait Ellie tout à l'heure, du journalisme traditionnel, des interviews avec des activistes locaux, avec des syndicats de pêcheurs locaux, avec les autorités, avec des scientifiques, etc., etc. Quand on combine tout ça à cette technique de recherche en ligne, on arrive vraiment à avoir une meilleure idée de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je suis ouverte à toutes les questions. Merci beaucoup Lisa, c'est vraiment extrêmement utile, je pense, pour tout le monde. Et est-ce que tu pourrais juste nous parler de l'association Open Facto avant de... Ouais, bien sûr. Je vais juste arrêter de partager mon écran. Hop, voilà. Oui, donc moi je suis membre de l'association Open Facto. Donc l'association Open Facto, c'est une association qui donne des formations et promeut toutes les techniques de recherche en sciences ouvertes pour le monde francophone. Il existe d'autres collectifs pour le monde anglophone, etc. Donc Open Facto, c'est vraiment concentré sur le monde francophone. Moi, j'ai suivi des formations pour eux. Je donne aussi maintenant des cours à l'école de journalisme de Sciences Po en lien avec cette association. Et ce qui est très intéressant, je pense, pour une partie des personnes qui regardent ce webinaire, c'est qu'il y a un Slack qui va bientôt être lancé spécifiquement pour les journalistes du continent africain. Et il y a des formations aussi spécifiques qui vont être organisées. Et voilà, il y a régulièrement, bon là avec la pandémie, c'est un peu compliqué d'organiser tout ça à distance, mais en temps normal, il y a des formations tous les mois, tous les 2 mois, sur plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de formations de niveau débutant, et il y a aussi maintenant des formations qui commencent à arriver pour des niveaux plus avancés. Voilà, donc si vous voulez rejoindre tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou aller sur le site d'Open Facto ou le compte Twitter d'Open Facto. Parfait, merci beaucoup Lisotte. Du coup, Maxime, je ne sais pas si Maxime, on ne te voit plus. Ah voilà, parfait. Ouais, je suis là. Du coup, on va passer aux questions des participants. Il y en a eu beaucoup. Oui, justement, il y a beaucoup de questions. On va essayer de faire une première série et, si le temps le permet, revenir sur une seconde série. Il y a déjà une première série de questions adressées à Ellie et à Franck. Il y a quelqu'un qui voulait savoir, par exemple, comment est-ce que vous avez réussi à authentifier les photos, par exemple la photo de recrutement des mineurs, et vous assurer que ce n'était pas une mise en scène, par exemple. Il y a une autre question qui voulait savoir comment vous avez réussi à avoir accès aux transactions financières entre l'ONG et les groupes, et comment vous avez pu gérer, traiter ces données. Il y a une troisième question qui veut savoir, est-ce que c'est prudent de faire de l'OSINT sur Google, via Google, par exemple? Est-ce que, par exemple, en termes d'archivage, est-ce que c'est aussi simple de le faire sur des sites des plateformes comme Facebook et Instagram que ce que vous avez fait sur le site de SOS Chrétien, par exemple? Et quelles sont les ressources pour... On va s'arrêter là parce que sinon j'ai peur qu'ils... J'ai pas le temps de tout noter. Je pense que je vais vous les rappeler, en fait. Salle après.
Voilà, c'est Alors, ça. je vais peut-être commencer sur l'authentification des photos. Du coup, c'est ce que Voilà, c'est j'expliquais ça. c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, c'est une question de combinaison d'outils. Pour les photos d'enfants, déjà, il y a une chose, c'est que les photos en question, on ne les trouve pas que sur des médias d'opposition syriens, on les trouve aussi sur les pages des milices. Il y a par exemple un post de la milice de Skelbié qui dit elle-même, voilà, aujourd'hui, on a rendu visite aux Cubs en anglais. Donc les Cubs, c'est les lionceaux. Donc c'est le terme qu'on utilise là-bas pour mentionner des enfants soldats. En réalité, c'est le même terme qu'utilisait par exemple Daesh pour parler de ces enfants recrues. Donc déjà, il y a quelque part, même la milice l'affirme, sauf que la milice a tendance à dire que non, c'est un camp de scouts, etc. etc. Donc c'est une question de combinaison de sources. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une milice qui le dit, qu'elle dit en fait quasiment la même chose qu'un média d'opposition, que par ailleurs, on retrouve effectivement aussi sur la page des milices voilà, des hommages à des combattants qui sont morts très jeunes, ou alors des posts sur les réseaux sociaux qui disent voilà, mon enfant vient de rejoindre la milice, etc. etc. Bon, bah, il y a un moment donné, en tout cas, le faisceau de preuves est quand même vachement solide. Et il y a aussi évidemment la géolocalisation. Ça va vous permettre au moins de vérifier que la photo que vous regardez, elle a bien été prise à l'endroit où vous pensez. Nous, on l'a fait par exemple sur des vidéos de SOS Chrétien d'Orient, un Mardé qui regarde la ligne de front. Je suis totalement en mesure de vous dire où ça s'est passé dans la ville et que ça s'est passé à côté d'une position d'artillerie parce qu'on a géolocalisé la photo. Donc, mais la question est importante, évidemment. On ne peut pas prendre pour acquis une photo comme ça sur les réseaux sociaux. Il faut l'authentifier, il faut vérifier qu'elle n'a pas été manipulée. Il y a des outils aussi en ligne pour ça, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de modification sur Photoshop ou autre. Vous pouvez faire de la recherche d'images inversée pour voir si en fait, ce n'est pas une autre photo qui a été prise dans un autre contexte, qui a été repostée. Mais voilà, en gros, il faut faire son travail de journaliste et recouper, vérifier. Les autres questions, il y avait les liens financiers, c'est ça? Et c'est ça. Ouais. Franck pourra répondre, mais juste en France, on a quand même encore accès, quand une association, elle est censée publier ses comptes quand même. Donc ça, on y a accès en ligne au bout d'un certain temps. En l'occurrence, là, c'était au bout d'1 an ou 2 ans, je crois, à chaque fois qu'il y avait l'exercice financier de l'année qui avait été déposé en ligne. Donc c'est consultable. Et puis le reste, en fait, c'était eux-mêmes qui disaient sur leurs réseaux sociaux on a versé tant d'argent au Syria Trust, voilà, sans préciser que le Syria Trust est l'organisation d'Asma al-Assad. Et après, vous vérifiez en regardant, par exemple, si l'organisation en face a dit la même chose. Et puis, tout simplement, vous posez la question, nous, en l'occurrence, à SOS Chrétien d'Orient. Et ils ont assumé le fait d'avoir versé de l'argent à ces organisations-là. Donc, c'est pareil, c'est du journalisme. Alors, évidemment, on n'a pas eu accès en open source à des documents secrets. Voilà, on a aussi eu accès à des documents que des sources nous ont divulgués et qui n'étaient effectivement pas open source. C'est pour ça qu'il faut combiner le journalisme 2.0 et le journalisme old school. Voilà, comme elle dit, avec les comptes annuels, ils sont bons, mais ils donnent que des pistes. Donc après, on avait la chance de trouver des éléments open source sur leur site web. On a aussi eu un document interne, un rapport d'activité qui a un peu parlé de ça, mais en fait, c'était plus l'open source et après, essayer de corroborer tout ce qu'on avait avec des sources qu'on avait plutôt journalism old school, comme on a dit. Et après, quand on a fait notre droit de réponse à SOS Chrétien d'Orient, ils ont confirmé ce qu'on avait. Donc, comme ça, on pouvait être sûr être sur la bonne piste pour tout ce qui était financier. Pour la question sur l'archivage, oui, c'est aussi simple de faire sur les sites web que sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il faut avoir le bon lien parce que vous savez, sur Instagram, de temps en temps, sur le desktop, ça ouvre l'image, mais derrière, vous êtes toujours sur la page du profil. Donc, il faut même sur Facebook, il faut juste taper sur ouvre la page. L'horodatage, oui. Ouais, exactement. La seule chose, donc oui, archive.is, ça fait les deux choses. La seule problème, c'est que archive.is ne sauvegarde pas des vidéos. Donc, il faut juste retenir ça. Ouais, pour les vidéos YouTube, etc., le mieux, ça reste de télécharger les vidéos avec un plugin qui vous permet de télécharger les vidéos YouTube. Sinon, pour tout le reste, ça marche. Le seul truc, c'est que ça mouline un peu.
Ça met du temps à enregistrer l'archive. Donc, faites pas comme moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir 50 onglets Facebook d'ouvert et de les archiver un par un. Parce que vous allez y passer la journée et votre ordi, à la fin de la journée, il va exploser, quoi. Mais sinon, ça marche. J'ai vu qu'il y avait une autre question dans le chat sur Anjali étant très cher. C'est vrai, nous, on avait la chance nous avons nous confiner à faire moins de 30 jours. Et il y a un essai gratuit de 30 jours, donc on a fait 25 jours. Et donc, ça ne nous a pas coûté, mais c'est vrai que c'est cher. Donc ça, ouais, j'aurais dû mentionner ça. OK. Merci beaucoup. Il y a quelques questions aussi pour Liselott. Il y a par exemple une question il y a quelqu'un qui veut savoir si les navires sont tous référencés. Et est-ce que, si par exemple, il y a quelqu'un qui veut savoir si par exemple, il veut retracer le trajet du Wakashio, le navire qui a échoué à Maurice, est-ce que c'est possible de le faire avec Marine Traffic ou bien avec un autre outil? Et une troisième question, est-ce que c'est possible de suivre de plus petits navires? Liselott. Ouais, je note, hop, petit navire. Oui, voilà. Ok, juste avant de répondre aux questions, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. C'est la mention par Ellie et Franck de Anjali et du prix. Donc, le site, juste pour être plus clair, le site Global Fishing Watch est complètement gratuit. Donc, il y a énormément de fonctionnalités. Toutes celles que j'ai montrées, tout ça, c'est gratuit. Il n'y a pas de compte premium ou quoi. Par contre, le site Marine Traffic, il y a une version gratuite sur laquelle il y a des informations. Il y a assez peu d'informations. Et en fait, dès qu'on veut creuser, dès qu'on veut avoir les noms des entreprises, dès qu'on veut pouvoir retracer le chemin qu'a pris le bateau par le passé, là, il faut prendre un abonnement qui coûte très cher. Quand on veut avoir toutes les fonctionnalités, c'est 100 € par mois. Donc moi, j'ai eu la chance de faire financer un mois d'abonnement. Donc France 24 a payé 100 € pour que je puisse faire mon enquête ce mois-ci. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Je pense que j'aurais réussi à faire mon enquête quand même sans cet abonnement, mais j'aurais peut-être eu un peu moins de détails, un peu moins de choses. Voilà, donc juste pour préciser ça. Ensuite, est-ce que tous les navires sont référencés? Non. En fait, c'est possible quand on est un capitaine de bateau de désactiver sa balise GPS et du coup d'être hors radar. Quand je vous montrais très brièvement, notamment la côte de l'Afrique de l'Ouest, la côte au niveau de la Côte d'Ivoire, il y avait un tout petit trait rose. En fait, ça, c'est un navire qui va pêcher toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, mais qui a systématiquement désactivé sa balise. On ne sait pas pourquoi, je ne suis pas dans la tête du capitaine, mais on peut très bien imaginer que cette personne n'a pas envie qu'on sache exactement où elle va, combien de temps, etc., etc. Donc tous les bateaux ne sont pas référencés volontairement et tous les bateaux ne sont pas censés être référencés. Il y a des réglementations nationales, il y a des réglementations internationales. En gros, la règle de base, c'est tout navire qui navigue à l'international, qui est susceptible de traverser des frontières maritimes. S'il fait plus de 300 tonneaux, il doit absolument en permanence avoir sa balise activée. Et 300 tonneaux, c'est la taille d'un chalutier petit, d'un petit bateau de pêche. Voilà. Donc évidemment, les pirogues, toutes ces choses-là ne sont pas du tout référencées. Mais voilà, dès que c'est un navire de pêche de taille moyenne, on va dire, c'est référencé. Ensuite, retracer le navire qui s'est échoué à Maurice, j'ai pas essayé, mais je pense que c'est possible. Il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. Moi, j'avais essayé de retracer un autre navire qui avait été repéré en Polynésie française. Et j'avais pu refaire toute sa route, retrouver même des cargos réfrigérés qui avaient pris ces stocks pour les emmener en Chine, etc. Donc voilà, c'est vraiment possible de tracer ce genre de navire. À partir du moment où voilà, ils sont référencés sur les sites, on peut vraiment remonter à la trace relativement facilement, c'est juste que ça prend pas mal de temps. Et voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ok. Merci beaucoup, Liselott. Il y a d'autres questions pour Ellie et Franck. Il y a par exemple une question qui veut savoir quelles sont les ressources que vous avez utilisées pour les photos satellitaires, et puis comment vous avez géré en fait vos archives pour éviter que, par exemple, soient piratées. Alors, vous m'entendez toujours là? Oui, c'est bon. Ouais. Ouais, donc pour les images satellites, c'est ce que je disais. En fait, les images satellites, elles sont disponibles sur Google Maps et Google Earth. Sur Google Earth, vous avez de toute façon de l'image satellitaire de base, et sur Google Maps, vous pouvez aussi l'activer. Enfin voilà. Donc c'est disponible. Il y a d'autres plateformes. Il y a Sentinel Hub.
qui permet de mettre d'autres fonds de carte. Donc, par exemple, vous avez la végétation, la chaleur, etc. Mais il y a plein de ressources en ligne, en fait. Donc, pour le coup, les images satellites que je vous ai montrées là, celle avec le monastère, c'est Google Earth. C'est aussi simple que ça. J'ai été voir Mardé sur Google Earth, j'ai fouillé, et puis une fois que j'avais le spot, j'ai changé la date, quoi. C'est aussi simple que ça. Pour les archives, comment éviter d'être piraté? C'est comme pour éviter de vous faire pirater votre compte Twitter, quoi. Il faut juste avoir une bonne sécurité avec des mots de passe. C'est vrai que c'est un souci parce que nous, pour bosser en collaboratif, on a utilisé évidemment Google Drive. C'est pas forcément le truc le plus indépendant et open source qui soit. Mais malheureusement, à ma connaissance, je suis pas sûr qu'il y ait d'espace de travail collaboratif qui soit forcément aussi pratique que celui-là. Mais après, il y avait quand même peu de chances que quelqu'un ne viole notre Google Drive, à moins d'avoir piraté avant nos boîtes mail. Et comme on est journaliste, nos boîtes mail sont quand même relativement bien sécurisées, quoi. Donc, c'est toujours pareil. C'est une question de qu'est-ce que vous mettez comme défense sur vos comptes, quoi. Je rajouterais juste qu'on avait périodiquement, on avait sauvegardé tout le fichier qu'on avait sur Google Drive sur une disque dur, juste au cas où que j'ai dans ma chambre. Donc, moins de risque que ça soit piraté ou que ça soit volé de chez moi. Donc, je recommanderais de faire ça aussi un peu à l'ancienne, mais c'est toujours utile. Ok, il y a une question qui voulait savoir, genre, lorsque vous avez une masse de données, comment éviter d'être perdu dans cette masse de données? Il y a une autre question qui est relative à ça. Si par exemple vous avez à gérer beaucoup de pages Facebook, est-ce qu'il y a des outils pour éplucher ça? Voilà, pour éviter de le faire de façon manuelle, ce qui risquerait de vous prendre beaucoup de temps. Je laisserai Franck répondre sur comment on gère la masse. Sur comment gérer Facebook, alors pour le coup, à ma connaissance, il n'y en a pas. Ça a été la grosse difficulté et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. C'est que pour le coup, Facebook, il faut faire les choses en manuel. C'est-à-dire que même les outils de recherche avancés sur Facebook sont pas très utiles et on ne trouve pas ce qu'on veut du tout, quoi. Donc, en réalité, moi, quand j'allais sur une page, typiquement une page de milice, j'allais dans l'onglet photos. Et je faisais du scroll, quoi. Je faisais du scroll et quand je repérais une photo qui me disait tiens, celle-là, elle a l'air intéressante, je l'ouvrais dans un autre onglet. Et puis une fois que j'avais fini de passer en revue, je regardais chaque onglet un par un. Le problème, c'est que comme je disais tout à l'heure, du coup, on se retrouve avec 50 onglets d'ouvert. À chaque fois, on en ouvre un. Déjà, ça met 5 minutes pour ouvrir parce que Firefox est en train de fondre, quoi. Après, il faut l'archiver. Donc, la question, c'est celle du temps que vous vous donnez, en fait. C'est toujours pareil. Malheureusement, Facebook n'est pas du tout un truc, pas du tout une plateforme, en tout cas pas à ma connaissance, avec des outils qui permettent de faire de la recherche avancée dessus. Il faut faire les choses un peu en manuel, quoi. Et, je vais juste répondre à comment ne pas se perdre avec, voilà, avec toutes ces informations. Bon, au début, je me suis perdu beaucoup. En fait, comme je disais, je me perdais sur des pages Facebook de gens que je pensais étaient intéressants. Et il est 1h du matin et j'ai rien trouvé. C'était juste intéressant, mais en fait, j'ai rien fait pour faire avancer l'enquête. Donc, comme je disais, en général, être sur nos angles, nos hypothèses, c'est très utile. On avait un document majeur qui était hypothèse 1 et qui avait question, est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a prouvé ça? Oui ou non, et après l'épreuve. Et donc, toutes les mini-hypothèses dans la grande hypothèse, on avait dans une question les réponses de ce qu'on avait. Donc, à chaque fois qu'on trouvait quelque chose, on rajoutait ça dans la bonne réponse. Comme ça, on avait genre, un grand document qui nous orientait un peu. Derrière ça, sur le Drive, on avait des fichiers. Par exemple, on avait des fichiers médias, on avait un fichier photo SOS Chrétien d'Orient ou photo partenaire ou photo hommes politiques français qui sont partis en série, même si on n'a pas utilisé. Donc, on a géré comme ça. Et dans chaque fichier, on avait le document avec les liens archivés qui avait le lien et décrivait ce qu'il avait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut faire 15 systèmes pendant la même enquête. Donc, si vous avez beaucoup de systèmes et beaucoup de manières de ranger, ça n'aide pas. Donc, avoir ces documents questions-réponses, franchement, pour moi, c'était le plus utile. Ouais. Je n'avais pas fait ça avant et je pense que ça, c'était vraiment, vraiment important. L'autre petit conseil rapidement, de toute façon, c'est à vous de trouver la méthode de rangement qui vous va et qui vous convient. Ceci dit, pour tout ce qui est fichiers médias, photos, vidéos,
Nous, on avait en fait à chaque fois, comme il dit, dans chaque dossier, par exemple, dans le dossier Photomilis, on avait une liste des liens archivés. Et à chaque fois, moi, j'avais mis, en fait, en nom de fichier, j'avais mis la date, ce qui permettait de ranger de manière chronologique. Voilà. Et je mettais en mention dans le nom de fichier s'il y avait un nom important de quelqu'un d'important présent sur la photo, etc. Mais numéroté, quoi. Le numérotage, c'est super important. Il faut que vous réfléchissiez comme un juge qui est en train de monter une enquête. À chaque fois que vous avez une preuve, c'est sécurisation de la preuve via l'archivage et classement de la preuve de la manière qui vous convient le mieux, mais il faut la classer, quoi. Ok, une question pour Liselotte. Est-ce que c'est possible, par exemple, d'extraire les données des différents sites Internet, Marine Traffic, Global Fishing Watch, tout ça, dans un fichier CSV, par exemple? Oui, alors c'est possible. Moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est extraire les tracés GPS pour pouvoir ensuite avoir un fichier KMZ qu'on peut importer dans Google Earth et donc voilà, superposer à d'autres choses, etc. etc. C'est aussi possible, je sais, de télécharger des fichiers Excel et de télécharger tout type de données. Je n'ai pas tout essayé moi-même, mais il y a plusieurs fonctionnalités sur ces sites qui permettent d'extraire les données brutes. Voilà. Donc à tester, voir quelles sont les différentes possibilités en fonction de vos besoins. Sachez aussi que voilà, ces deux sites, moi j'ai été en contact avec les personnes qui gèrent le site Global Fishing Watch. C'est des personnes qui répondent très vite et qui voilà, sont hyper ouvertes. Et je pense si vous envoyez des mails si vous êtes bloqué quelque part, je pense qu'ils seront partants pour vous aider et vous aider dans vos recherches. Ça sera en anglais, par contre, c'est une équipe qui est basée au Royaume-Uni. Marine Traffic, j'ai pas été en contact avec eux, mais voilà, je pense que ce sera un peu la même idée. Ok, une question à Elie et Franck. Est-ce que les comptes Facebook que vous avez analysés, est-ce que vous avez envoyé d'abord des invitations à ces comptes? Et bon, il y a une autre question qui concerne Twitter. Est-ce que c'est possible, par exemple, de récupérer des anciens tweets d'un compte qui a été supprimé? Alors pour Twitter, il me semble qu'il y a une méthode, puisqu'il y a des journalistes qui l'ont fait, là par exemple pour le terroriste de Conflans en France, qui ont réussi à retrouver des choses, mais je crois qu'ils ont retrouvé des choses qui en fait avaient déjà été archivées par d'autres. Que vous soyez sur Twitter ou autre chose, si personne n'a archivé et que ça a été supprimé, malheureusement ça n'existe plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire de la veille aussi, qu'il faut penser à archiver les choses. À ma connaissance, on ne peut pas retrouver un tweet qui a été supprimé, peut-être sauf en jouant avec le cache ou en arrivant éventuellement à récupérer les cookies de la personne, mais là, on commence à être dans quelque chose qui n'est plus tout à fait légal. Donc voilà. Sur les pages Facebook, tout ce qu'on a attrapé, c'était public, c'est-à-dire que c'était disponible et visible sans qu'on ait à être ami ou abonné à la page. Donc, on a collecté des choses qui, pour le coup, étaient vraiment open source. On aurait pu effectivement devenir ami, entre guillemets, avec un milicien pour après lui piquer ses photos. Là, ça commence à être compliqué aussi niveau déontologie, quoi, parce que ça veut dire qu'on est presque dans l'infiltration. Et puis surtout, bon, c'est quand même le meilleur moyen de se faire repérer pour le coup, parce que tout à l'heure, je crois qu'il y avait quelqu'un qui demandait si il y avait justement des dangers à faire tout ça sur Google, etc. A priori, non. Mais quand vous faites sur les réseaux sociaux, n'entrez pas en interaction avec les gens que vous observez, quoi. Ou en tout cas, pas au début de votre truc. Mettez pas des likes, faites pas partager. Et si possible, faites-le avec un compte réseaux sociaux qui est dédié à ça, quoi. Voilà. Mais bon, nous, tout ce qu'on a chopé, c'était open source. C'était public, qu'on soit ami ou abonné ou pas, avec la page ou le profil Facebook en question. Oui, on a juste envoyé des invitations d'amitié tout à la fin pour voir s'ils nous répondraient sur Facebook, s'ils voilà. n'étaient pas par mail, par exemple. Pour poser les questions, oui. Ok, il y a une question, ça va être la dernière. Il y a quelqu'un qui se préoccupe pour la langue. Est-ce que, par exemple, c'était important pour vous de maîtriser la langue syrienne dans vos investigations? Faut-il nécessairement maîtriser la langue du pays concerné par l'enquête pour explorer les sources OSINT? C'est beaucoup mieux. En l'occurrence, on aurait été beaucoup limité si Ariane n'avait pas eu une excellente connaissance de l'arabe. Parce que déjà, pour trouver quelque chose, si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de lire, c'est quand même un peu embêtant. Si sur chaque poste, il faut faire du Google Translation, vous allez y passer votre vie.
Et puis surtout, Google Translation, en particulier avec l'arabe, c'est quand même assez peu fiable parce qu'il y a plusieurs dialectes, il y a des expressions, etc. Donc, c'est toujours mieux de toute façon de connaître la langue. Et globalement, je le rappelle, c'est une méthode, l'OSINT, et ça ne vous dispensera jamais d'avoir une bonne connaissance et une bonne culture de votre sujet. Plus ça sera fort, plus vous serez puissant en utilisant l'OSINT, quoi. Donc oui, connaître la langue, c'est toujours mieux. Ok, merci beaucoup Liselotte. Toi, par exemple, dans ton cas, le fait de connaître la langue, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas Moi, j'ai bossé sur 2 pays, donc les Galapagos, là-bas, on parle espagnol. Moi, je parle pas un mot d'espagnol, mais voilà, j'ai pu rentrer en contact avec plein d'activistes et de pêcheurs locaux avec qui j'ai réussi à discuter soit en anglais, soit via l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui faisait la traduction. Donc, j'ai réussi à bien me débrouiller comme ça. Et puis, la Côte d'Ivoire, ils parlent français en Côte d'Ivoire. La plupart des personnes avec qui j'ai parlé pouvaient parler en très bon français, donc il n'y avait pas de souci. Après, ça m'arrive régulièrement de travailler sur des pays dont je ne parle pas du tout la langue. C'est possible, mais comme l'a dit Ellie, on perd beaucoup de temps en fait à utiliser Google Translate, aller sur des dictionnaires spécialisés, contacter des activistes sur place qui peuvent éventuellement nous aider quand on est bloqué sur quelque chose. Parce que nous, aux observateurs, on a vraiment ce réflexe permanent de contacter tout un réseau qu'on peut avoir à travers le monde de blogueurs, d'activistes, etc., qui sont souvent partants pour nous donner des coups de main dans nos enquêtes. Donc voilà, ça c'est une ressource précieuse, mais que tout le monde n'a pas, et c'est vrai que la langue, c'est une facilité à chaque fois, c'est gagner du temps, quoi. Et d'ailleurs, donc sur la question des enquêtes qui utilisent les techniques OSINT, en fait, si j'ai bien compris, la question aussi du réseau et du fait de faire appel à la communauté en général quand vous êtes bloqué sur quelque chose, et ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc c'est pour ça que justement cette association Open Facto est une association très utile de faire aussi au sein de JIDN. Voilà, c'est important en fait de typiquement pour Open Facto, là il y a plusieurs questions un peu techniques qui ont été posées à Ellie et Franck sur comment on fait pour archiver telle chose, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de scraper ou de récupérer de façon un peu automatique les données. Ça c'est des choses dont on parle tous les jours sur le Slack de l'asso. Il y a plein de gens qui s'échangent des outils, des nouveaux logiciels qui sont en train de se développer. Moi, des fois, je suis bloquée sur un truc un peu technique, je vais publier un message. Salut, est-ce que vous savez comment je peux faire pour récupérer une vidéo qui a été postée dans un message privé Twitter d'un compte privé, j'arrive pas à la télécharger, machin, il y a un gars qui va m'aider à bidouiller un truc dans le code pour récupérer la vidéo. Voilà, c'est une communauté qui est hyper active, qui est hyper motivée et qui en plus avec le confinement a pas mal de temps. Donc du coup, c'est hyper précieux cette entraide. Donc si ça vous intéresse vraiment ou alors si vous êtes en train de faire une enquête un peu de ce type et que vous butez sur certaines choses, j'encourage tout le monde à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Eh bien, je crois qu'on va terminer là-dessus ce webinaire. Nous, on a aussi beaucoup de ressources plus partielles et moins spécialisées uniquement sur le SINT, mais on a pas mal de ressources aussi sur JIGN. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir donné du temps pour nous, pour les journalistes, tous les journalistes qui nous suivent, qui étaient vraiment de plein de pays différents. Et on enverra donc demain la vidéo du webinaire, les ressources qui ont été mentionnées et l'annonce du prochain webinaire. Le prochain, ce sera un webinaire en anglais qui sera traduit en français sur les enquêtes sur les violences sexuelles. Et le prochain webinaire avec des journalistes français, ça sera aussi sur des techniques d'enquête en source ouverte. Ce sera sur la traque d'avion. Donc, ce sera au mois de décembre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Ciao. Au revoir, merci à tous.